Salut tout le monde, bienvenue à cette capsule vidéo qui va porter toujours sur le tissu musculaire. Donc c'est vraiment une capsule qui fait suite à la première qui était plus une introduction au système musculaire. Donc si vous vous souvenez, dans la dernière capsule, on a beaucoup parlé plutôt des structures macroscopiques au niveau du muscle, donc tout ce qui était visible à l'œil. Le sujet d'aujourd'hui, ça va être plutôt de s'intéresser à la nature microscopique d'une cellule musculaire d'un myocyte. Et donc, on va se familiariser un petit peu avec les différentes structures, leurs fonctions, et éventuellement, surtout dans la prochaine capsule, on va réunir les sujets étudiés, les notions étudiées dans les deux premières capsules pour justement faire une histoire claire qui en fait va décrire les événements qui vont conduire à une contraction d'une cellule musculaire. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau tant microscopique que macroscopique, qui explique qu'on peut faire, exemple, un mouvement volontaire ou involontaire, que ce soit au niveau des organes ou des bras, jambes, etc. Donc, dans un premier temps, en termes de microscopie, je vous avais déjà parlé dans la dernière capsule, si vous vous souvenez un petit peu, que les cellules musculaires squelettiques ont une certaine capacité de se régénérer. Puis je vous disais, mais faire attention parce que les cellules cardiaques, les myocytes cardiaques en fait, les couches musculaires cardiaques ne peuvent pas ou très peu se régénérer. Les cellules musculaires lisses, exemple au niveau des organes, eux autres ont une très grande capacité de régénération. Et si je reviens au sujet d'aujourd'hui, les cellules musculaires squelettiques, on va expliquer pourquoi justement qu'on est capable de les régénérer, mais pas aussi efficacement que les autres types de muscles, comme les muscles lisses, mais un peu mieux que les cellules musculaires cardiaques. Donc, on va tout distinguer ça. Et la première notion, c'est le terme qui est ici. Donc, évidemment, il y a myoblaste. Je donne un truc, là, je pense que je l'ai déjà mentionné ou vous l'avez sûrement déduit. Quand on dit cyte, C-Y-T-E, c'est une cellule, et généralement, c'est une cellule qui est bien spécialisée, bien différenciée. Myo veut évidemment dire muscle. Mais quand vous voyez le terme blast, ça réfère aussi à une cellule, mais généralement, pas toujours, mais généralement, ça réfère à une jeune cellule ou une cellule à demi différenciée qui n'est pas encore spécialisée dans sa forme finale. Donc, évidemment, déjà, si je vous dis myoblaste, vous avez en tête que c'est des jeunes cellules musculaires, pratiquement des cellules souches, qui sont à demi spécialisées, qui pourront éventuellement se transformer dans leur forme terminale, qui est le myocyte. Et cette logique-là est vraie pour beaucoup de cellules. Exemple, le système squelettique, vous n'avez jamais étudié les os avec moi, vous allez faire ça la prochaine session. Mais si déjà je vous dis ostéoblaste, ostéocyte, déjà ostéo, un ostéopathe, qu'est-ce qui regarde les os? Un ostéoblaste, un ostéocyte, même si tu ne sais pas la différence, tu peux déjà déduire qu'un ostéocyte, c'est une cellule osseuse qui est plus vieille, plus spécialisée. Puis l'ostéoblaste, c'est une jeune cellule osseuse. Donc, cette logique-là, on l'a fait en début de vous allez la faire en début de session, la session prochaine avec le système sanguin. Un hématocytoblaste, ou peu importe, hémocyblaste, jeune cellule, un érythrocyte, c'est un globule rouge qui est spécialisé. Donc, c'est toujours la même logique en biologie. Et dans mon cours d'aujourd'hui, vous appliquez cette logique-là. Donc, effectivement, le myocyte, on va beaucoup en parler. C'est la cellule musculaire qui se contracte, que vous avez dans vos muscles. Mais l'histoire commence avec un myoblaste. Et ce qu'il faut savoir, là, vous faites attention, c'est juste un mot, mais il faut quand même bien se situer. Tout au long de mon cours, je parle tout le temps chez le patient, l'individu en santé ou peu importe, mais là, je ne suis plus dans la personne adulte, je suis au niveau du fœtus ou de l'embryon. Et en fait, les myoblastes, c'est des cellules qui existent quand on est embryon, dans la période embryonnaire ou fœtale. Et c'est donc au moment où vous étiez dans le ventre de votre mère. Et ces cellules-là, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont fusionner ensemble. Donc, fusionner vraiment, on prend 5-6 myoblastes, ils se fusionnent pour faire une cellule beaucoup plus grosse qui va être multinucléée. Donc, il y a beaucoup de noyaux, évidemment, parce que si je prends 5-6 myoblastes, ça donne 5-6 noyaux. Ça explique pourquoi les cellules musculaires, les myocytes squelettiques ont plusieurs noyaux. Et c'est comme ça qu'on forme les cellules dans leur état final, les myocytes. Donc, c'est une fusion de ces cellules embryonnaires-là. Et c'est comme ça qu'on va fabriquer les 700 muscles du fœtus pendant la période de développement embryonnaire et fœtal. Éventuellement, à la naissance, le petit bébé, évidemment, va se développer, va grandir et tout, mais généralement, la majorité des myoblastes ont été utilisés pour former les muscles. Mais il en reste quelques-unes. Il en reste une faible proportion qui va se transformer en cellules satellites. Et en fait, les cellules satellites, vous en avez dans votre corps présentement.
on les change de nom pour les distinguer des myoblastes embryonnaires, mais techniquement parlant, les cellules satellites, c'est des cellules embryonnaires qui sont restées avec nous, qu'on n'a pas utilisées et qui nous accompagnent tout au long de notre vie. Et c'est ces cellules satellites, donc ces anciens myoblastes embryonnaires, qui permettent la réparation. Et c'est pour ça que c'est une capacité de réparation ou de régénération limitée, parce qu'on n'a pas un nombre infini de cellules embryonnaires qui restent. Et à chaque fois que vous allez les utiliser, on ne les régénère pas, ces cellules embryonnaires. Donc, votre pool, votre banque, si vous préférez, de cellules satellites est limitée. Et plus que vous êtes jeune, plus que vous en avez, mais au cours de votre vie, vous allez avoir des lésions, des blessures, vous allez les utiliser. Et à chaque fois que vous les utilisez, bien, il en reste un peu moins dans la banque. Et donc, on peut régénérer jusqu'à un certain point, réparer si les lésions ne sont pas trop graves au niveau des muscles de vos jambes, de vos bras. Mais éventuellement, avec l'âge ou avec leur utilisation, bien, ces cellules-là vont tendre à disparaître. Et évidemment, bien, quand il n'en reste plus, il n'en reste plus. Et là, notre capacité de régénération est beaucoup plus faible. Ça explique justement pourquoi les muscles squelettiques ont une capacité de régénération qui existe, mais moindre que les cellules musculaires lisses, exemple au niveau de l'intestin. Parce que là, c'est tout un autre processus et on est capable, on a toujours une banque de cellules qu'on peut renouveler comme ça, de cellules souches, si vous préférez, qu'on peut renouveler continuellement par mitose. Et donc, on est très, très, je dirais, efficace sur les capacités mitotiques pour remplacer ces cellules musculaires-là. Mais ça, c'est une autre histoire. Et au niveau du cardiaque, musculaire cardiaque, bien évidemment, on n'a pas ces cellules embryonnaires-là, ces cellules satellites, donc très difficile de les réparer. Si on répare les myocytes, je disais que c'était inexistant ou très faible, c'est simplement des mécanismes propres à la cellule, mécanismes génétiques, enzymatiques, des réactions métaboliques qui fait qu'on peut réparer un peu la membrane, des choses comme ça, mais si la lésion fait que la cellule est complètement éclatée, ben on peut pas remplacer le myocyte cardiaque parce qu'on n'a juste pas ces cellules-là. Donc c'est vraiment les cellules satellites qui vont expliquer cette capacité intermédiaire de régénération. Et tout ce que je viens de dire, on le voit en dessin ici. La seule affaire, c'est que cette image-là de votre livre, peut-être pas super claire. Donc la ligne ici, c'est une ligne imaginaire que je fais pour vous rappeler que ici, je suis dans la période embryonnaire. Hein, ça, il faut bien le réaliser, sinon ça mène une confusion. Donc, exemple, un petit embryon qui deviendra fœtus, qui se développe dans le ventre de sa mère. Et ici, ben, c'est après la naissance. Donc, on va dire adulte, enfance, peu importe. Là. Okay, c'est donc la période qui suit la naissance et tout au long de votre vie. Et techniquement parlant, ben, vous voyez les myoblastes. Et à titre d'exemple, je vais prendre ces 4 myoblastes-là. Ils vont fusionner ensemble pour donner un myocyte sous sa forme finale, qu'on appelle aussi fibre musculaire ou cellule musculaire. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs noyaux, dans le fond. C'est les noyaux des 4 myoblastes ici qui fusionnent ensemble. Et vous venez de créer une cellule rectangulaire très longue, très grande, simplement parce que c'est la fusion de plusieurs cellules. Et tout au long du développement embryonnaire, ben, le petit embryon, le petit fœtus va se développer comme ça jusqu'à la naissance. Une fois que tous les muscles sont fabriqués, ben à la naissance, normalement, si tout va bien, les 700 muscles sont fonctionnels et c'est terminé. Mais dans mon exemple, on voit bien qu'il y a une cellule ici qu'on a laissée de côté. Donc, au lieu de la détruire parce qu'on ne l'a pas utilisée, on la conserve. Elle va se transformer, se spécialiser un petit peu en cellule satellite. Et cette cellule-là, on l'a colorée différemment pour signifier qu'il y a des changements moléculaire, génétique qui se fait entre la forme myoblaste et le satellite, bien qu'elle se ressemble beaucoup. Je ne vais pas rentrer en détail, mais ces changements-là sont surtout d'ordre pour augmenter la durée de vie, je dirais, de la cellule. Donc, évidemment, cette cellule-là, en théorie, devrait vous accompagner tout au long de votre vie, pendant 40, 50, 70 ans. Donc, c'est sûr que c'est des cellules qui ont été modifiées un petit peu pour permettre leur survie à long terme, parce qu'on ne peut pas les remplacer. Et c'est les cellules satellites qui sont des anciens myoblastes, comme je le disais, qui vont permettre de réparer certaines lésions. Donc, on dit satellite, hein? La Lune, c'est le satellite de la Terre parce qu'elle gravite autour de la Terre. Ben, la Terre, c'est le myocyte, puis la Lune, c'est la cellule satellite. C'est exactement ça. Là. C'est une cellule qui gravite autour. Elle ne se déplace pas, mais elle est située autour du myocyte. Donc, elle aura la capacité de réparer le myocyte ici, si jamais il y a une lésion. S'il n'y en a pas, c'est correct, mais s'il y a une lésion, ben, elle pourra refusionner avec la cellule ici pour réparer cette région-là. Et par contre, si on l'utilise, ben, il n'y en a plus. Celle-là, elle disparaît. Donc, c'est pour ça qu'on peut régénérer jusqu'à un certain point, mais pas de façon illimitée. Okay? Donc, c'est exactement la même chose. C'est juste pour mes étudiants visuels qui trouveront peut-être ça plus clair sur un dessin.
Maintenant, toujours en termes d'anatomie microscopique au niveau du myocyte, donc là, vous êtes familier, au cours de la session, puis au cours du visionnement de mes capsules, vous êtes familiarisé au début de session, souvenez-vous, de l'anatomie générale d'une cellule de base. Donc, je ne reviens pas sur les organettes ou les structures de base d'une cellule, les points communs entre les différentes cellules. Donc, ça, c'est du acquis en théorie. On a fait le même exercice pour les neurones. Donc là, j'avais focusé sur les structures uniques et spécifiques d'un neurone. Et je fais le même exercice, mais pour la cellule musculaire. Donc, aujourd'hui, je m'attarde surtout aux traits caractéristiques ou spécifiques d'une cellule musculaire squelettique qui, je rappelle, peut porter le nom de fibre musculaire. J'ai déjà expliqué qu'il y avait une confusion. Donc, fibre musculaire, c'est la même chose que cellule musculaire ou myocyte. 3 mots qui disent la même chose. Donc, évidemment, moi, je m'attends que si je vous présente un schéma qui ressemble à ça, je vous pointe des structures, vous êtes capable de les identifier. Okay? Donc, je vais les faire tranquillement. Puis, ceux qui sont importantes, c'est ceux que je nomme. Si j'en parle pas, c'est pas important. Puis, éventuellement, je vais déjà glisser un petit mot sur leur fonction qu'il faut savoir. Puis, éventuellement, au cours de la capsule et de la prochaine, on pourra étudier davantage leurs fonctions. Avant d'entrer là-dedans, déjà, j'attire ton attention sur le fait que le myocyte, la cellule ici musculaire, elle a une forme particulière, une forme rectangulaire, et parce qu'il y a des grandes myofibrilles, on verra ça tantôt, mais les myofibrilles, c'est comme des grandes pailles comme ça qui passent d'art en barre la cellule. Ces grandes pailles, c'est en fait des tiges de protéines. Il y a plusieurs protéines qu'on va retrouver là-dedans, il y en a au moins 4, et ça vous mélange, parce que là, ça change toutes vos points de repère. Donc, première des choses, il faut comprendre que ces tiges-là flottent dans le cytoplasme. Donc, la cellule ici, qui a une forme cylindrique, il y a du cytoplasme au centre, il y a une membrane cellulaire, puis à l'intérieur, qu'est-ce qui flotte? Oui, il y aura des mitochondries, puis les organites que vous connaissez, mais entre autres, il y a ces longues tiges-là. Donc, il ne faut pas se laisser mélanger. Là, c'est exactement la même logique, c'est juste que ça a une forme un peu différente. Donc, dans un premier temps, on y va avec les composantes, les 3 grandes composantes d'une cellule classique que vous connaissez. On reconnaît ici la membrane cellulaire. Par contre, comme on est dans une cellule musculaire, elle change un petit peu de nom. On va parler de sarcolème. Et je vous disais tantôt que myo veut dire cellule, sarco veut dire aussi, généralement, muscle. OK? Pardon, j'ai dit myocellule, je pense. C'est myo, je veux dire cellule, évidemment, une cellule musculaire. OK? Je m'excuse, là, il y a un mot que... Il y en a un qui était resté dans ma tête, puis l'autre qui est sorti. C'est 2 mots que je voulais dire. Donc, myo, cellule musculaire. Myo réfère à muscle, évidemment. Puis sarco, c'est un autre préfixe qui peut désigner musculaire. Donc, lemme, c'est pour membrane. Sarcomus, c'est donc la membrane cellulaire de myocyte, tout simplement. C'est quoi la fonction? Exactement ce que vous avez appris. Membrane cellulaire, on faisait quoi? On permet le passage de certains ions, certaines molécules de part et d'autre, vers l'intérieur de la cellule, l'extérieur. On va voir qu'il y a des canaux aussi ioniques pour faire passer du sodium, un peu comme dans un neurone ou du potassium, des choses comme ça. Des pompes. Donc, on y reviendra, mais pour l'instant, il y a une membrane cellulaire qui porte le nom de sarcolème. Puis évidemment, à l'intérieur, donc on s'entend, ce que je pointe présentement, c'est l'extérieur, milieu extracellulaire, en dehors de la cellule. Donc, à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Là, on ne le voit pas, mais on va le deviner. Alors, ce que je pointe présentement avec mon pointeur, c'est évidemment du cytoplasme, cette substance semi-liquide qu'on reconnaît dans toutes les cellules du corps, et il y a les organoïdes qui vont flotter dans ce cytoplasme-là. Donc, l'intérieur de la cellule est pareil. Le cytoplasme change un petit peu de nom, donc ce que j'encadre présentement, encore une fois, le terme sarco réfère à la cellule musculaire, place pour cytoplasme, donc au lieu de dire cyto qui veut dire cellule, place d'une cellule qui est un terme général, là on spécifie, on spécifie avec la nature de la cellule qui est une cellule musculaire, donc au lieu de dire cyto, on dit sarco pour muscle, mais c'est la même chose, c'est du cytoplasme en fait, donc il faut être à l'aise avec les 2 termes évidemment. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de nouveau, c'est des choses qu'on connaît, c'est juste 2 nouveaux mots. Ce qui est en mauve ici, c'est un noyau, donc contient l'ADN et tout. Ce qui est particulier, comme vous l'avez constaté tantôt, c'est qu'il y a plusieurs cellules embryonnaires, plusieurs myoblastes qui fusionnent ensemble. Donc, si je prends 5-6 cellules, il va y avoir 5-6 noyaux. Donc, il y a un noyau à droite ici, un autre ici. Donc, il faut faire attention, il y a plusieurs noyaux. C'est une exception. Ils sont rares, les cellules dans votre corps comme ça. Ça en fait certaines cellules musculaires, c'est à peu près les seuls exemples. Normalement, on a des cellules avec un noyau, quelques exceptions qui n'en ont pas du tout, comme le globule rouge, exemple, mais sinon, c'est un noyau par cellule. Donc ici, c'est une exception, il faut faire attention.
Donc ça, c'est 3 composantes relativement simples. Le noyau contient l'ADN, donc même fonction et tout. C'est juste qu'il y en a plusieurs. Ce qui est plus nouveau pour vous autres. Donc regardez bien ce que je vais encadrer. On va en parler un petit peu dans la capsule et beaucoup la prochaine. Ce que j'encercle ici, il y a comme 3 conduits qui traînent dans le cytoplasme. 2 bleus puis un vert. Donc évidemment, vous ne fiez jamais ces couleurs pour l'identification. J'imprime souvent en noir et blanc ou des fois on n'a pas les mêmes couleurs, donc on ne se fie pas là-dessus, mais c'est facile à reconnaître. Hein? C'est comme un réseau de conduits comme ça, puis ils sont groupés par 3. J'en ai un autre groupe de 3 ici. Donc évidemment, tri veut dire 3, donc on ne s'est pas cassé la tête, on appelle ça des triades. Donc le groupe de 3 conduits ici, une triade, 2 triades, il y en a une 3e ici. Les triades, c'est 3 conduits, donc techniquement parlant, c'est 2 citernes terminales plus un tubule T. Donc, ce qui est en bleu ici, c'est des citernes ou des citernes terminales. Et au centre, ce qui est en vert, c'est un tubule T. OK? Donc, il faut comprendre que c'est l'agencement des deux qui forment les triades. Et je vais aller plus loin que ça. Je veux déjà que vous connaissiez un petit peu la fonction de base de ces citernes et ce tubule T. Plus rapidement que vous allez savoir ça, plus facile ça va être quand je vais expliquer un peu le fonctionnement de la cellule. Donc, c'est pas compliqué. La citerne terminale, c'est un gros réservoir de calcium. Okay? Donc, on stocke du calcium dans la cellule musculaire qui va être très utile pour la contraction de la cellule éventuellement. Donc ici, quand je regarde les 2 citernes en bleu, c'est tout simplement des réserves de calcium. On coince le calcium à l'intérieur et quand ça sera le temps, on pourra le libérer dans le cytoplasme. On verra ça plus tard. Okay? Pour l'instant, on stocke le calcium dans les citernes. Le tubule T, le tube en verre ici, le conduit en verre, pardon, vous allez noter, en fait c'est écrit ici, je l'avais déjà écrit, donc les tubules T, sa fonction, pour tous les tubules T, c'est la même fonction, c'est de propager le potentiel d'action. Donc le courant électrique, hein, un peu comme un influx nerveux. Évidemment, on ne parle pas de nerveux, on est dans une cellule musculaire, mais on propage le potentiel d'action. Et je rouvre une parenthèse, parce que là, bon, vous retenez ça, c'est suffisant pour l'instant. La parenthèse n'est pas nécessaire, je prends un petit peu d'avance, mais juste pour vous faire réaliser, avec un modèle que vous connaissez bien, quand vous avez étudié, vous vous souvenez, on a étudié beaucoup le neurone. Donc, quand je dessinais un neurone avec les dendrites, corps cellulaire, zone gâchette ici, l'axone, boutons terminaux, et là, quand je pointe l'axone ici, je demande okay, à quoi ça sert un axone? Ben, c'est un rôle de conduction, hein, c'est de propager les différents potentiels électriques, les potentiels d'action qu'on appelle des influx nerveux tout au long. Là, une cellule musculaire, pour pouvoir se contracter, elle devra générer des potentiels d'action électrique de la même façon qu'on faisait des influx nerveux au niveau d'un neurone. Sauf qu'on n'a pas d'axone. Comment on peut déplacer un courant électrique dans une cellule comme ça? Il y a 2 façons. On va voir que sur la membrane cellulaire, le courant électrique pourra se déplacer comme ça. Et pour entrer vers le centre de la cellule, on va suivre littéralement le tubule T. On verra en détail comment ça marche, mais c'est pour moi, là, c'est des chemins. C'est un peu comme... Écrivez-moi pas ça, l'examen, c'est faux, mais c'est un peu comme des axones, en fait. C'est pas du tout la même chose, mais c'est un peu la même fonction qu'un axone. Hein? C'est de déplacer les courants électriques aux endroits qu'on veut. Et c'est comme des chemins tracés, des voies ferrées, hein, des tracts de chemin de fer là, pour faire rouler le train. Mais le train, il ne peut pas rouler dans le champ, il ne peut pas rouler sur une route, il roule sur une voie ferrée. Donc, le train, c'est vraiment le potentiel d'action. Puis la voie ferrée, c'est le tubule T. C'est comme un chemin qui va diriger aux bons endroits le potentiel d'action, hein, le potentiel électrique. Et c'est pas pour rien qu'on a un tubule T attaché à 2 citernes terminales. Encore une fois, je prends un petit peu d'avance. Ça sera juste plus facile dans la prochaine capsule. Mais l'idée, là, le but ultime de toute l'histoire que je vais vous raconter un jour, c'est de créer un potentiel électrique qui va suivre le tubule T pour faire ouvrir les citernes terminales et libérer du calcium. Et en fait, si le courant électrique ou le potentiel d'action reste coincé dans la membrane, les citernes n'ouvriront jamais. C'est qu'on veut diriger le potentiel d'action membranaire vers les citernes, donc c'est pour ça qu'on emprunte le tubule T. Donc, pour l'instant, c'est vrai que vous me dites, c'est juste de déplacer le potentiel d'action, c'est en masse suffisant. Donc, si vous ne voulez pas aller plus loin, c'est correct, je vais reprendre ces détails-là éventuellement. Mais pour ceux qui aiment bien savoir un peu plus et que ça soit plus facile pour la prochaine capsule, ben déjà, vous pouvez essayer de comprendre ce que je viens de dire. OK, donc on a réglé les citernes et le tubule T. Maintenant,
l'essentiel est là, hein? Puis, évidemment, la mitochondrie, on a vu ça dans toutes les cellules, donc c'est des organites, il y en a une petite coincée ici, là, c'est des organites qui servent à produire de l'ATP, donc la forme d'énergie chimique qui est utilisable par l'ensemble des cellules du corps. Et là, vous avez la fausse impression que la mitochondrie ici, il n'y en a pas beaucoup, là, j'en ai une ici, j'en ai une autre là, mais dites-vous que les cellules musculaires sont très riches en mitochondrie par rapport à d'autres cellules. Si je compare une cellule, je ne sais pas moi, du tendon, ben, c'est sûr qu'il y a moins de mitochondrie. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que les besoins énergétiques d'une cellule musculaire, d'un myocyte, sont énormes. Donc, évidemment, j'ai plus de mitochondrie pour avoir un maximum de production d'ATP, évidemment. Donc ça, c'est évidemment, c'est juste du gros bon sens. Hein? Donc, il n'y a pas de surprise à ce niveau-là. Et un jour, je vous dirais même que je vais vous enseigner qu'il y a même des réserves personnelles d'oxygène. On appelle ça de la myoglobine. C'est pas à retenir pour aujourd'hui. Mais oui, le sang, les vaisseaux sanguins vont amener de l'oxygène, mais on a tellement besoin d'oxygène pour faire de l'ATP. Donc, l'oxygène plus des nutriments comme le glucose qui vont faire de l'ATP au niveau de la mitochondrie, c'est une chose. Mais les besoins énergétiques sont tellement élevés dans une cellule musculaire squelettique qu'on a nos propres réserves d'oxygène pour avoir de l'oxygène plus rapidement. Donc, tout est un peu pensé, designé pour la cellule musculaire en fonction de la production maximale d'ATP, donc une production efficace et rapide d'ATP, ce qu'on verra aussi éventuellement. Dernière chose pour terminer avec cette diapo, le terme myofibrille que je vais effleurer aujourd'hui et qu'on verra plus tard dans la capsule plus en détail. Donc, ces espèces de pailles-là, hein, de longues tiges qui flottent dans le cytoplasme, donc il y en a beaucoup, en fait, elles remplissent complètement l'intérieur de la cellule. Là. Il n'y a plus de place. Là. C'est pour ça qu'on comprime les noyaux vers la membrane sur les côtés, puis pas beaucoup de place pour le reste. Donc, c'est des cellules un peu particulières. Et ces myofibrilles-là, c'est des gros cylindres de protéines, et il y a plusieurs protéines à l'intérieur. Il y a des protéines régulatrices, il y a des protéines de contraction, on verra tout ça. Pour l'instant, vous êtes capable d'identifier les myofibrilles. Et deuxième concept, à l'intérieur des myofibrilles, il y a 2 protéines clés. Je disais qu'il y en a 4, mais il y en a 2 qui favorisent la contraction. C'est ce qu'on appelle l'actine et la myosine. C'est un petit peu des protéines velcro. Hein? Il y en a une qui est en forme de crochet, qui va s'accrocher à l'autre, puis va tirer dessus. C'est les protéines qui font la contraction de la cellule. Pas d'actine ou pas de myosine, ou ne sont pas fonctionnelles, il n'y aura aucune contraction possible. Donc, elles sont extrêmement importantes. Et ça, c'est bien important de comprendre que pour contracter le muscle de votre bras, qui est énorme, il faut commencer dans une cellule au niveau, comme ça, de l'actine. On commence au niveau moléculaire, actine, myosine, et on va essayer de contracter cette fibrille-là, cette myofibrille. Et si on arrive à contracter la majorité de ces myofibrilles-là en même temps, là, la cellule se contracte. Une cellule qui se contracte, ton bras ne bouge pas. Mais si on arrive à faire en même temps, au moins 85 à 90% de tes myocytes dans le muscle qui se contractent en même temps, là, ton muscle va se contracter. Okay? Donc, on n'y pense pas, mais on part toujours d'un point de vue très, très moléculaire. Hein? C'est des processus moléculaires, microscopiques qui permettent de bouger. Et pour revenir à ma myofibrille, tout ce qu'il faut comprendre pour maintenant, c'est que la myofibrille, c'est comme un gros complexe de plusieurs protéines qui forment une espèce de tige comme ça. Et à l'intérieur, j'ai des protéines comme l'actine et la myosine. Et l'actine et la myosine portent le nom de myofilament. On verra tantôt si c'est un myofilament mince ou épais, peu importe. Mais il faut comprendre que quand vous voyez le terme myofilament, c'est en fait des protéines. Donc, il y a 2 sortes de myofilaments. Il y en a un d'actine, l'autre de myosine. C'est des synonymes. Et c'est très mélangeant parce que là, c'est des nouveaux mots. Myofibrille, myofilament, qui est quoi? Donc, il faut faire attention, il faut bien distinguer que la myofibrille, c'est ce qui est plus gros. Okay? C'est la grosse patente avec toutes les autres protéines. C'est comme un gros complexe. Et elle contient, donc les myofilaments, c'est ce qui est plus petit. Il y en a 2, il y a 2 sortes qu'on appelle l'actine et la myosine, mais elles sont contenues dans la myofibrille. En d'autres mots, la myofibrille, elle est composée de 2 myofilaments qu'on appelle l'actine et la myosine. Donc, un ordre de grandeur ici. Et le dessin le montre très bien. Et c'est juste ça que je veux vous garder en tête. Sur cette diapo, c'est peut-être ce qu'il y a de plus mélangeant. Donc, si ça, c'est clair. Là, c'est ça le gros de votre travail sur cette diapo-là. On remarque la myofibrille ici, mais regardez les mini-tiges microscopiques, c'est justement les myofilaments. Donc, je peux en avoir un myofilament qui est en fait un polymère d'actine, l'autre de myosine. Exemple ici. Ou vice-versa, peu importe. Donc,
on voit les jaunes qui, mettons, l'actine, puis l'autre qui serait la myosine. Et ces tiges de protéines-là, qu'on appelle des myofilaments, s'accrochent ensemble pour former comme un gros tuyau, si on veut. Hein? C'est pas un terme élégant, mais c'est l'image qui est là. Donc, un gros tuyau bourré de protéines, de myofilaments, et ça fait le myofibrille. Et cette organisation-là, je l'ai faite pour celle-ci, mais c'est vrai pour chacune des myofibrilles ici. Et techniquement parlant, c'est ces myofilaments-là qui vont interagir ensemble, qui vont se contracter pour faire contracter la myofibrille. Mais ça, c'est une autre histoire qu'on verra bientôt. Maintenant, juste pour pousser un petit peu ce que je viens de dire, quand je vous parlais du potentiel d'action musculaire ou du courant électrique comme ça qui va se déplacer tout au long de la membrane, ça va. Et ce que vous remarquez, on verra ça en détail, mais déjà, vous voyez les termes de canaux voltage dépendants que vous avez étudiés dans d'autres contextes, exemple le système nerveux, mais c'est la même logique. Des canaux qui s'ouvrent, qui vont faire entrer ou sortir des ions. Donc, on peut faire entrer le sodium vers l'intérieur, sortir le potassium pour revenir au repos. C'est la même histoire. Mais en gros, pour aujourd'hui, c'est que le potentiel d'action va se déplacer comme ça tout au long de la membrane. Donc, on suit. Et là, je veux entrer vers l'intérieur. Donc, les tubules T, ce qui n'était pas clair tantôt sur mon dessin, c'est que vous remarquez que la membrane de la cellule musculaire va s'invaginer vers l'intérieur. Et littéralement, ici, c'est le milieu extérieur, extracellulaire, avec le liquide interstitiel. Ici, j'ai une cellule musculaire. Techniquement parlant, la membrane cellulaire, ici, elle est incomplète, elle n'existe pas. Elle va suivre le tubule T, comme ça, qui connecte avec le milieu extérieur. Et de l'autre côté, c'est la même chose. Donc, c'est un peu particulier. Et la triade, elle est là. J'ai le tubule T central avec les deux citernes terminales qui sont les réserves de calcium qu'on reconnaît ici par les petites boules blanches. Donc, ici, la même chose. Donc, à gauche et à droite du tubule T, j'ai mes deux citernes. Et techniquement, quand le courant électrique, le potentiel d'action musculaire sera rendu à peu près ici, au niveau de la cisterne, ça va provoquer un événement dans la cisterne qui va faire relâcher le calcium, tout simplement. Et c'est le but ultime. Pour l'instant, il y a plein d'étapes, ça peut paraître compliqué, mais la seule chose que je veux que vous reteniez, c'est que si vous voulez contracter une cellule musculaire, donc techniquement, vous voulez contracter les myofibrilles, éventuellement l'ensemble des cellules musculaires, la condition importante, c'est de créer par une méthode qu'on verra, un courant électrique, un potentiel d'action qui descend sur le tubule T pour faire ouvrir les citernes. C'est tout. C'est l'objectif ultime. Et si vous arrivez à faire ça, là, il y a des événements moléculaires au niveau de l'actine, la myosine, qui va provoquer la contraction. Ça sera un sujet pour la 3e capsule. Mais pour l'instant, c'est tout ce que je veux que vous gardiez en tête. Très rapide ici, parce que je ne veux pas en parler, c'est juste pour vous présenter un peu ce que je vais parler plus tard. Donc, on ne perd pas trop de temps et vous avez déjà étudié ça dans les anciennes capsules. Donc, ce que vous avez connu avec le système nerveux, dans les capsules du nerveux, c'est la même chose. On a toujours les mêmes pompes dans les cellules musculaires. On a les canaux voltage dépendants, sodium, potassium. C'est la même logique. Donc, ceux qui se souviennent de leur système nerveux, ça va être beaucoup plus facile. C'est la même histoire. Si je rentre du sodium à l'intérieur de la cellule musculaire, on parle de dépolarisation. Donc, on va créer un potentiel d'action musculaire. Puis le potassium, c'est pour revenir à la normale. Donc, retour au repos, repolarisation. On a les pompes qui vont avoir à peu près le même rôle aussi. Donc, il n'y aura rien de nouveau. C'est juste qu'on change un petit peu de contexte. Mais comme je le disais tantôt, on en reparlera quand ça sera le temps. Ici, c'est pour vous aider et rajouter un concept, mais ce n'est pas tant clair. Donc, le problème avec cette image du livre, c'est qu'on fait un très grand agrandissement et là, c'est difficile pour vous de vous situer. Et je veux faire un retour en arrière pour essayer de clarifier ça. Donc, regardez bien ce que je pointe ici. Ce que je pointe ici, c'est l'intérieur de la cisterne terminale. Okay, je vais l'écrire ici. Donc, c'est l'intérieur de la cisterne. Et ce qui vous mélange ici, je vais parler de calcium qui sort à l'extérieur, mais tu es quand même à l'intérieur de la cellule. Alors là, je suis certain que je vais mélanger tout le monde. Okay? C'est pour ça que je vais faire un retour en arrière. Donc ici, effectivement, la partie plus pâle, c'est l'extérieur de la cisterne, mais je suis dans le cytoplasme de la cellule musculaire. Donc ça reste l'intérieur de la cellule musculaire. Je suis à l'intérieur du myocyte. Ça vous mélange parce que quand vous avez étudié les neurones, le calcium est à l'extérieur de la cellule. Ici, faites très attention, je ne pourrais pas le dire assez souvent. C'est une confusion totale pour vous autres. Vous pensez, parce que vous vous basez sur le système nerveux, que là, le calcium est à l'extérieur du myocyte. C'est faux. Le calcium va toujours être dans la cellule. La question, c'est de savoir, est-ce qu'il est à l'intérieur de la cisterne ou
à l'extérieur de la citerne, mais qui est quand même à l'intérieur de la cellule. Et pour clarifier ce que je viens de dire, je fais un retour en arrière. Regardez ici. Essayez de mémoriser l'image ici que je vais expliquer et de la transposer sur ma prochaine diapo. Donc, on comprend qu'ici, c'est le milieu extérieur de la cellule. OK? Donc, ça, c'est le liquide interstitiel. Ici, ce que je pointe présentement, c'est l'intérieur du myocyte. Parfait. Donc, vous comprenez que j'ai le cytoplasme qui est ici. Dans le cytoplasme, ben, on a tous les éléments qu'on a vus tantôt. On ne les a pas dessinés, mais j'ai les myofibrilles, mitochondries, noyaux et la citerne terminale qui est ici. J'ai la membrane cellulaire qui est ici. Donc, la membrane, comme pour n'importe quelle cellule, la membrane de la cellule musculaire distingue le milieu extérieur, donc la membrane qui s'appelle le sarcolemme, qu'on a vu tantôt, distingue le milieu extérieur, qui est le liquide interstitiel, versus le milieu intérieur, qui est le cytoplasme. OK. Maintenant, moi, ce que l'artiste du livre a fait, c'est qu'il a pris la citerne terminale puis il a zoomé sa région ici. Et la question, c'est de savoir, bien, le calcium qui est à l'intérieur ici, est-ce qu'il est à l'intérieur de la citerne? Oui, donc il ne sert à rien. Quand je vais avoir besoin de l'utiliser, il y aura des phénomènes moléculaires, différents processus qui vont faire relâcher le calcium. Et là, vous faites attention parce que quand je vais vous l'enseigner, je vais dire ça. Le calcium sort de la citerne, est relâché, libéré de la citerne. On sort à l'extérieur. Là, vous faites un faux lien qui est complètement faux. Ah, à l'extérieur. Pas à l'extérieur, ici, à l'extérieur de la cellule. À l'extérieur de la citerne, donc on va se ramasser dans le cytoplasme. Et là, on pourra agir sur les myofibrilles qui sont dans le cytoplasme, qu'on verra plus tard. Donc, pour l'instant, tout ce que je veux que vous gardiez en tête, c'est que le calcium peut être à 2 endroits seulement. C'est vrai que dans le cas des neurones, il y en avait à l'extérieur. Nous, on ne le considère pas. Ce qu'on considère, c'est qu'à l'intérieur d'une cellule musculaire, le calcium est soit à l'intérieur de la citerne, il ne sert à rien pour l'instant, et si on veut faire une contraction, il va être libéré à l'extérieur sous l'effet du potentiel d'action musculaire, et une fois libéré à l'extérieur, mais dans le fond, il se ramasse dans le cytoplasme, qui est toujours bien le milieu intérieur de la cellule musculaire. Et ça, je veux que ça soit clair pour pas qu'il y ait de confusion possible. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? On verra ça plus tard. Maintenant, gardez en tête cette image-là. Donc, ce que je pointe présentement, la citerne versus ce qui est pâle ici, qui est le cytoplasme, bien, c'est exactement la même chose. Donc, ici, c'est l'intérieur de la citerne. Ici, c'est le cytoplasme. Donc, on voit très bien que le calcium sort à l'extérieur pour aller agir sur les myofibrilles, fin de contraction par un mécanisme qu'on verra. Puis, quand c'est pas nécessaire de se contracter et le muscle est au repos, on ramène le calcium à l'intérieur de la citerne. Donc, c'est vraiment un déplacement entre l'intérieur de la citerne et le cytoplasme de la cellule musculaire. Okay? Donc, ça, c'est le premier point. L'autre point, je vous pose une question rhétorique, parce qu'évidemment, je n'entendrai pas vos réponses, mais si on réfléchit un peu, est-ce que vous pensez le calcium qui est nécessaire à la contraction doit toujours être dans le cytoplasme ou il faut le contrôler en termes de sortie? Est-ce qu'il faut contrôler la sortie? Bien sûr, vous allez dire, ouais, bien, il l'a dit, il est dans le citerne ou ailleurs. Mais pourquoi? C'est ça ma question. Qu'est-ce qui arriverait si le calcium serait toujours à l'extérieur? Ça pose un problème. On serait toujours contracté. Ça peut être même une cause de crampe parfois. Il y a plein de causes possibles, ça pourrait être une cause. Le calcium reste trop longtemps dans le cytoplasme, on n'est pas capable de le ramener. Donc, vous savez quoi? Le calcium, il faut le sortir au bon moment. Seulement quand tu veux faire un mouvement. Je décide de lever la main pour une question. Je décide de courir. Il y aura des influx nerveux, différents signaux moléculaires, mais à ce moment, il faudra sortir le calcium pour provoquer une contraction par une façon X ou Y. Maintenant, je repose mon bras, j'arrête de courir, je m'assis dans l'herbe, je ne bouge plus. Ben là, mes jambes sont au repos. Donc, dans ce cas-ci, on ramène le calcium pour que le muscle se décontracte. Sinon, le muscle va rester contracté. Donc, c'est important de faire sortir et de faire rentrer le calcium au bon moment selon ce qu'on vit. Et une des façons de contrôler ce déplacement de calcium, c'est l'utilisation de deux molécules ici, qui sont en fait des protéines, des très grosses protéines, qu'on appelle la calmoduline et la calcicastrine. Donc, ça a l'air très compliqué, ces mots-là, mais c'est pas tant compliqué. C'est sûr que moi, j'aime beaucoup la calcicastrine, parce que séquestrer, ça dit déjà sa fonction. La calmoduline fait la même chose, donc il faut être à l'aise avec les deux. C'est en fait des protéines qui sont spécialisées dans la fixation du calcium. Donc, le calcium qui est ici est libre, mais regardez, les autres sont accrochés, attachés à une ou l'autre des deux protéines.
Et les deux ont le même rôle. Là. Le calmoduline ou la calciquestrine font la même chose, séquestrer le calcium à l'intérieur de la cisterne. Donc, littéralement, on va se le dire, c'est des protéines qui vont coincer, qui vont piéger, si vous voulez, le calcium à l'intérieur de la cisterne. Ça empêche une sortie du calcium vers l'extérieur qui ne serait pas désirée, en fait, ou qui ne serait pas au bon moment. Donc, techniquement, qu'est-ce qui va arriver? On va faire sortir le calcium quand ça sera le bon moment. Et vous remarquez un mot-clé ici, voltage dépendant. Donc, il y a des canaux ioniques voltage dépendant au calcium dans la membrane de la cisterne. Faire attention ici, c'est toujours la cisterne, mais il y a une membrane ici, cellulaire, une double membrane de phospholipides, comme une cellule en fait. Donc, c'est un organite qui est membraneux, la cisterne. Et ce que ça dit, le calcium ne peut pas passer à travers, il est chargé. Donc, on sait que les ions chargés ne peuvent pas passer à travers une membrane. Donc, on a besoin de canaux voltage dépendants. Ces canaux-là vont ouvrir seulement sous l'action d'un potentiel d'action. D'où l'intérêt de créer un potentiel d'action. Alors, quand je disais tantôt que le potentiel d'action se déplace sur le tubulité pour faire ouvrir les citernes, là, je vais plus loin. C'est qu'en fait, le potentiel d'action qui arrive par le tubulité permet l'ouverture. C'est un courant électrique, le potentiel d'action. Donc, il permet l'ouverture des canaux voltage. Un potentiel d'action, il y a un certain voltage nécessaire pour faire ouvrir les canaux voltage dépendants. Et là, le calcium pourra sortir. Le fait d'avoir de la calciquestrine ou de la calmoduline, c'est qu'en fait, lorsqu'on va avoir le potentiel d'action, ça va changer un peu la forme 3D de ces molécules-là, de ces protéines-là, et ça va libérer le calcium de la calciquestrine, exemple, et il pourra s'engager par les canaux ioniques et sortir dans le cytoplasme pour favoriser une contraction. Et par la suite, il faudra pomper. Donc, on a des pompes qui vont récupérer le calcium ici et les pomper. Donc, ici, c'est une pompe qui va repomper le calcium à l'intérieur. Et là, comme il n'y a plus de potentiel d'action, l'action de cette pompe-là, qui nécessite de l'ATP généralement pour fonctionner, oui, on pompe, on récupère, on repompe le calcium vers l'intérieur de la cisterne et éventuellement, ce calcium-là va aller se rattacher aux protéines comme la calmoduline ou la calciquestrine pour les trapper. C'est un peu comme un moyen de sauvegarde parce que si jamais les canaux ouvrent au mauvais moment ou qu'ils restent ouverts trop longtemps, évidemment, vous comprenez qu'une grosse protéine comme ça avec 4 ions ne pourra jamais sortir comme ça par le canal. Trop gros, passe pas. Donc, ça permet l'ouverture comme ça des canaux. Je parle du potentiel d'action, évidemment, mais en même temps, il faut libérer ces calciums-là pour pouvoir les faire circuler. Donc, ça permet comme ça de prévenir des contractions musculaires qui ne se feraient pas au bon moment. Okay? Donc, j'ai dit beaucoup de choses, mais en fait, c'est une idée très, très simple, si je résume. Il faut juste retenir qu'à l'intérieur de la cisterne, il y a de la calmoduline, de la calciquestrine qui est là pour coincer le calcium à l'intérieur et empêcher sa sortie au mauvais moment. Ça régule le déplacement du calcium, tout simplement. Puis quand on aura le bon voltage, le bon potentiel d'action, on ouvre les cisternes par leur canaux voltage dépendant au calcium, on détache le calcium de leurs protéines respectives et on pourra déplacer comme ça le calcium vers le cytoplasme pour faire la contraction. C'est pas plus compliqué que ça, en fait. Pour faire suite un petit peu à ce que je vous racontais à la dernière diapositive, donc on reconnaît justement les triades, là, donc tout ce que je vous ai décrit avec la cisterne terminale, le milieu, cytoplasme et tout ça. Donc voilà. Maintenant, je me déplace vers la droite ici, je vais parler un peu plus de la myofibrile. Donc vous savez maintenant que la myofibrile, c'est une espèce de complexe protéique gigantesque. Donc, dans ce cas-ci, qui prend un peu la forme d'un cylindre. Et cette myofibrile, je vous disais tantôt qu'elle est composée de 4 protéines, dont 2 myofilaments. Donc, c'est comme des mini-complexes de protéines spécialisées. Il y a un myofilament qui porte le nom d'actine. Il y a un myofilament qui porte le nom de myosine, qui ont des rôles très spécifiques qu'on verra bientôt. Parfois, je sais que c'est en bio, on a souvent 3-4 mots pour dire la même chose. Historiquement, les premiers chercheurs avaient remarqué au microscope en histologie qu'il y a un myofilament qui apparaissait de façon très, très
épaisse, c'était très gros, puis l'autre était tout fin. Donc, souvent, on va parler de la myosine en référant au myofilament épais, et le myofilament fin, c'est de l'actine. Donc, faites familier avec les deux, mais moi, je vous dis comme enseignant, j'aime bien appeler les choses par leur vrai nom, et on va parler beaucoup d'actine et de myosine, mais c'est vrai qu'on peut parfois parler de myofilament épais ou de myosine, c'est la même chose. Donc, évidemment, la myosine, c'est un myofilament. L'actine, c'est un myofilament. Mais comment on distingue les deux myofilaments? Ben, soit qu'on les appelle myosine actine ou myofilament épais ou fin, mais c'est la même chose. Ces fameuses 4 protéines qui sont essentielles, on verra qu'il y en a d'autres aussi qui ont des rôles indirects assez importants, mais les 4 protéines clés pour permettre ou non une contraction musculaire au niveau des muscles squelettiques. Mais dans un premier temps, il y a 2 protéines qu'on appelle contractiles, les myofilaments, en fait, donc actine et myosine. C'est les 2 seuls qui se contractent. Donc, évidemment, c'est l'actine et la myosine, en fait, les deux vont interagir ensemble, qui va permettre la contraction du myocyte et éventuellement du muscle. On va commencer par contracter des petites sections du myofibril qu'on appelle des sarcomères. Puis là, l'ensemble des myofibrilles dans la cellule vont se contracter. Puis là, en fait, l'ensemble des sarcomères de myofibril, on va faire ça dans tous les myofibrilles, évidemment. Puis éventuellement, la cellule va se contracter. Et comme je le disais précédemment, ben, il faut qu'il y ait une majorité de cellules musculaires qui va faire, donc dans le même muscle évidemment, va faire ce genre de contraction-là pour permettre le mouvement, donc contraction finale du muscle. Et ça, c'est la première chose qui est importante de comprendre. Donc, c'est vraiment les 2 protéines clés. Comment ça fonctionne? En gros, il y a un peu de détails ici, vous pouvez relire le livre et tout, mais en gros, pour l'instant, c'est des protéines qui forment un complexe. Et pour pouvoir faire cette contraction, en fait, c'est la tête de myosine, qui est un peu une forme de crochet, si on veut, qui va pouvoir aller s'accrocher à l'actine. Donc, les deux doivent interagir ensemble pour pouvoir former un complexe. Et quand les deux ont une interaction, c'est là qu'il y a une contraction. Là, on n'a pas le choix. Et là, je vous repose un petit peu la question de tantôt. Si je vous disais que est-ce qu'on veut toujours que l'actine et la myosine s'accrochent ensemble? Et là, vous allez me dire, ben non, parce qu'on va avoir toujours une contraction, c'est comme une crampe, en fait. Donc, ça ne marche pas, on ne pourrait plus bouger. Le bras serait toujours, par exemple, en position de flexion. Puis là, bon, on a toujours le bras comme plié, puis on ne serait plus capable de faire d'autres mouvements. Puis bon, ça serait problématique. Le problème qu'on a d'un point de vue biologique, c'est que l'actine et la myosine sont situées très, très près l'une de l'autre. Donc, de façon spontanée, ils vont toujours réagir ensemble. Et là, ça me prend un système pour empêcher cette contraction spontanée. Donc, la permettre juste au bon moment. Et c'est là que les 2 autres protéines vont intervenir. Ces 2 protéines-là, qui ont dit ici que c'est des protéines de régulation régulatrices. Donc, elles vont faire en sorte, et on s'entend, ces 2 protéines-là, donc la troponine et la tropomyosine, c'est des protéines qui vont pas, au proprement dit, ne vont pas faire la contraction, mais elles vont permettre l'action de l'actine et de la myosine ensemble, donc permet la contraction ou non. Et là, il faut faire attention parce que myosine, tropomyosine, ça sonne pareil, mais ça n'a aucun rapport. Donc, la myosine permet une contraction, mais la tropomyosine va la contrôler. Et techniquement, la troponine et la tropomyosine, ça forme un complexe. Hein? Ça veut dire qu'un complexe, c'est quoi? C'est l'agencement de plusieurs molécules ensemble, de plusieurs protéines qui forment un méga complexe. Ici, c'est un petit complexe de 2 protéines. Fait que techniquement, on pourrait le symboliser comme ça. Un gros complexe de 2 protéines. Exemple, j'ai la troponine qui est ici, puis j'ai la tropomyosine de l'autre côté, et les deux sont accrochés ensemble. Et là, la question que vous vous demandez, comment un complexe de 2 protéines peut empêcher ou non l'interaction de l'actine et de la myosine? Donc, je vais vous montrer ça au tableau blanc d'une façon très, très symbolique, mais ça va vous aider un petit peu de voir comment ça fonctionne. Et je vais même faire un lien avec le calcium que j'ai parlé il y a 2 secondes. Donc, ici, on vous dit, la troponine, en fait, c'est cette protéine, donc la partie du complexe ici, qui va être capable d'attacher du calcium. Je vais vous dire pourquoi dans 2 secondes. Et l'autre ici, la partie tropomyosine, elle est située sur l'actine et elle masque, elle va cacher le site de liaison à la myosine. En d'autres mots, c'est peut-être pas clair la façon que c'est écrit, mais c'est qu'elle empêche l'interaction actine-myosine. Et si vous voulez comprendre, je vais faire un dessin très simple avec les 4 protéines. La protéine que je viens de dessiner un peu en forme de bâton de hockey, ça c'est la myosine. Ma première protéine qui est nécessaire pour la contraction.
Juste en haut ici, de façon très symbolique, je fais l'actine. Et sur l'actine, il y a un site que je colore en rouge ici, qui est comme le site de liaison entre la myosine et l'actine. Et comme je le disais précédemment, si je suis dans cette situation-là, automatiquement, la myosine vient s'accrocher à son site de liaison comme ça. Les deux s'attachent ensemble, il y a contraction, donc on va se déplacer vers le centre, comme ça, la myofibrille va se contracter. Donc, ultimement, vous contractez votre muscle et vous faites le mouvement. Évidemment, on l'a dit tantôt, il ne faut pas toujours être contracté, seulement quand on décide, exemple, de courir ou de lever la main ou peu importe, parce qu'évidemment, on est dans le squelettique, hein, donc on est dans le système nerveux somatique, ça veut dire des neurones moteurs qui contrôlent de façon volontaire la contraction musculaire. Hein, on se souvient de ça. Maintenant, les deux protéines régulatrices, je les symbolise sous forme de carré comme ça, et souvent, moi, je parle de complexe inhibiteur. Certains livres utilisent le même terme que moi. J'aime bien inhibiteur parce que vous savez maintenant qu'en biologie, ça veut dire qu'on bloque, qu'on empêche un phénomène. Donc, le complexe inhibiteur troponine, tropomyosine. Et ce complexe inhibiteur-là vient s'insérer entre l'actine et la myosine. Techniquement, ce que je vous disais au tableau, c'est que la tropomyosine, c'est la partie du complexe qui va s'accrocher à l'actine, et on vous disait dans le tableau tantôt, ben, ça va cacher le site de liaison. Et effectivement, c'est comme un obstacle. Même si c'est moléculaire et invisible à l'œil, je veux que vous pensiez comme ça. La myosine, elle a un obstacle entre les deux, ce qui fait qu'on empêche l'interaction avec l'actine. On ne peut pas attacher deux protéines tant que l'obstacle est là. Et là, je vous disais que l'autre côté, la troponine, hein, l'autre protéine qui est attachée ici au complexe, ben, c'est un site de liaison au calcium, Ca2+. Et là, je fais un lien avec la citerne terminale. Et là, vous allez voir, ça va commencer à s'emboîter dans votre esprit tranquillement, pas vite. Je vous disais tantôt que la citerne, quand elle va ouvrir, par ce canaux voltage dépendant, on libère le calcium dans le cytoplasme. Je vous ai dit que c'était une condition nécessaire pour la contraction musculaire. Maintenant, je pousse plus loin. Avec le tableau de la dernière diapo, vous allez comprendre un petit peu. La seule et unique condition qui peut permettre le déplacement du complexe inhibiteur plus loin, mettons qu'on l'amène ici, donc le complexe inhibiteur troponine, tropomyosine, c'est le calcium. Donc, on doit attacher l'ion calcium ici, et aussitôt que le calcium s'attache au complexe inhibiteur troponine, tropomyosine, lui, il se déplace. C'est pour ça que je disais que c'était nécessaire le calcium. Quelqu'un qui est en hypocalcémie, qui ne boit pas assez de lait, qui ne mange pas assez de calcium, qui a un problème des fois c'est un problème métabolique, il ne l'absorbe pas, ou peu importe, il l'absorbe difficilement, mais le manque de calcium va faire une faiblesse musculaire, toujours épuisé, parce que justement, je ne suis pas capable de déplacer le complexe ici. Et si je ne déplace pas le complexe, il reste en place, pas de contraction, ton muscle ne bouge pas, tu n'es pas capable d'utiliser ton muscle. Donc, le calcium est essentiel pour la contraction musculaire. Mais techniquement parlant, ce n'est pas lui qui fait la contraction. Lui, il fait juste s'occuper de déplacer l'obstacle. Donc, en gros, aussitôt que les citernes rouvrent sous l'action d'un potentiel d'action, le calcium vient s'attacher au complexe inhibiteur troponine, tropomyosine, se déplace, donc je l'amène ici, donc lui, il disparaît. Le complexe inhibiteur est tassé, et là, comme il n'y a plus d'obstacle, la myosine vient se fixer à l'actine, les deux s'accrochent ensemble, et là, il y aura un glissement, on verra ça plus tard, et aussitôt que les deux sont attachés ensemble, ben, tout simplement, il y a une contraction qui va se faire. Vous avez fini votre mouvement, ben, si on reste dans cette position-là, vous restez contracté, c'est comme une crampe, ça ne fonctionne pas. Donc, on va faire en sorte qu'on va remettre tout en place. On enlève le calcium. Si le calcium disparaît et retourne dans ces citernes, ben là, on n'a plus de problème. Donc, le complexe revient en place et la contraction n'est plus possible. Donc, la myosine n'est plus capable de se raccrocher. Ça a l'air de rien, mais tranquillement, pas vite, là, vous allez voir la prochaine capsule, si vous suivez bien celle-là, vous avez déjà une bonne partie de l'histoire. Vous contrôlez déjà, sans le savoir, à peu près 85% de mon histoire. La semaine prochaine, pas la semaine prochaine, mais la prochaine capsule, je vais rajouter des détails. Mais en gros, vous commencez déjà à comprendre un petit peu ce qui se passe. On va utiliser vos notions de système nerveux. Puis je vais rajouter quelques détails, mais vous allez voir, ça devrait être pas si mal. Vous avez presque l'histoire au complet. Ça devrait commencer à faire du sens. Et la semaine prochaine, ou la prochaine capsule, ça devrait être beaucoup plus simple.
OK? Donc, voilà pour ça. Donc ça, pour moi, c'est vraiment les 4 protéines clés qui jouent vraiment un rôle direct dans la contraction musculaire. Tout ce que je viens de vous dire, c'est des dessins simplifiés. Maintenant, je retourne avec le dessin du livre qui est un peu ardu pour vous autres, mais si vous avez mon dessin en tête, là, c'est à peu près la même chose. OK? Donc, mon bâton de hockey, si je le refais vite, là, j'avais fait la myosine en forme de crochet, l'actine qui est ici. Donc, si on veut revoir sur un vrai dessin ces molécules-là, bien, la molécule en forme de crochet ici, c'est la myosine, donc ce que j'avais dessiné ici. L'actine, c'est les boules orangées ici, donc c'est l'équivalent de ce que j'ai dessiné en haut. Ce qui est plus compliqué, quand je fais un petit carré comme ça pour le complexe inhibiteur, eh bien, dans votre livre, il faut faire attention, c'est la ligne verte ici avec les 3 boules bleues. Donc, c'est ça qui vous mélange un petit peu. La ligne verte comme ça vient masquer l'actine. Donc, dans le fond, c'est la partie tropomyosine du complexe inhibiteur. Puis les boules bleues, c'est la troponine qui va attacher le calcium. Donc, c'est l'ensemble des deux. Ça, c'est pas clair dans votre livre. Le complexe, là, c'est tout ce qui est en vert ici et les boules bleues ici. Tous ces deux agencements de structures-là correspond à ce que j'ai dessiné ici. Et c'est la même logique. Quand le calcium va s'attacher à la troponine du complexe, lui, il va se tasser, il va tourner. En fait, il va pivoter. Il change sa position 3D, ce qui va libérer l'actine. Et on le voit bien, là, le petit trou là, ici, c'est là que la myosine va s'insérer. Tant qu'il y a une ligne verte dessus, c'est caché. Donc, c'est pour ça qu'il faut déplacer le complexe pour libérer le site de liaison. C'est donc exactement la même chose. C'est simplement un dessin un peu plus complexe, mais qui explique à peu près ce que j'ai dessiné. Je ne mettrai pas ce dessin-là à l'examen. Ce dessin-là, sa vocation, c'était de vous aider à comprendre, mais avec l'expérience, je me suis rendu compte que ce n'était pas toujours le cas. Donc, c'est pour ça que je dessinais au tableau pour vous aider un petit peu. Maintenant, une autre notion qui amène une certaine confusion, pourtant c'est une notion simple, mais c'est toujours un problème d'image, de visualisation, c'est le terme sarcomère. Puis comment se représenter ça? Donc, je vais essayer de le faire le plus clair possible, mais ça se peut que ça vous demande un petit peu de temps de réflexion à la maison pour bien comprendre ça. C'est normal. Donc, première des choses, on vous dit que les sarcomères, c'est une unité de base des myofibrilles. Donc, la myofibrille, j'en dessine une ici, il y en a plusieurs dans le cytoplasme de la cellule. Et ce qu'il faut comprendre, bien là, on disait, ouais, il y a des myofilaments d'actine, de myosine, j'en ai parlé un petit peu. Mais là, vous aviez probablement la fausse impression, donc c'est pas vrai, qu'il y avait un long filament d'actine tout au long. C'est impossible, la protéine est trop courte. Fait qu'exemple, si je fais la myosine qui est ici avec l'actine, le complexe, bon, puis là, je peux avoir plusieurs étages comme ça, peu importe. Ça fait comme une petite section. Cette petite section-là peut se contracter comme ça vers le centre quand l'actine et la myosine vont s'accrocher ensemble. Mais là, c'est une courte protéine. Donc, la myofibrille, là, d'un point de vue microscopique, c'est comme gigantesque. C'est comme une autoroute, là, c'est comme de Montréal-Trois-Rivières. Okay? C'est très, très long. Puis les autos, ça serait un peu comme les sarcomères. C'est des petites sections de l'autoroute. Okay? Évidemment, ça va m'en prendre plusieurs si je veux mettre une auto, une après l'autre, pour faire l'autoroute au complet. Donc, les sarcomères, c'est un peu comme les voitures. C'est des petites sections de la myofibrille. Et chaque sarcomère, je vais mettre un S ici, donc j'en ai un autre comme ça. Donc, c'est des sections indépendantes qui contiennent, chaque sarcomère contient justement la myosine et l'actine et tout ça. Donc, c'est l'unité de base de contraction, ça va. On vous dit l'agencement des protéines spécialisées, ben, ça ne dit rien, là, c'est l'actine et la myosine comme on a vu. Ce que je veux que vous compreniez, et que ce n'est pas écrit, puis c'est bien important, quand on vous dit l'unité de base, donc c'est la section qui se contracte, mais vous allez rajouter ceci, ils se contractent indépendamment les unes des autres. Donc la contraction d'un sarcomère se fait indépendamment du sarcomère voisin. Ça, c'est bien important de comprendre. Parce que vous avez toujours l'impression que c'est la myofibrille qui travaille d'un coup. C'est plus compliqué que ça. Tout ce que je vous ai décrit tantôt au tableau blanc, calcium déplace le complexe inhibiteur, actine, myosine interagit, contracte, bien ça, c'est les événements d'un sarcomère, exemple celui-ci. Mais il faut s'arranger pour faire exactement la même chose dans le deuxième sarcomère. Parce qu'en théorie, ça serait possible de contracter le sarcomère ici, puis que les deux autres ne fonctionnent pas. Exemple, le calcium, il n'y en a pas beaucoup, puis d'un point de vue local, il est juste présent sur ce sarcomère-là, mais j'en ai pas ici. Si je n'ai pas de calcium ici, bien lui, il ne contracte pas.
Lui, il ne fonctionnerait pas, mais lui, accès au calcium pourrait fonctionner. Donc, ta myofibrille, en fait, peut se contracter ou non, mais chaque petite sous-section de la myofibrille, qu'on appelle un sarcomère, peut se contracter de façon indépendante de l'autre section voisine. C'est un peu dur à croire, mais là, je vais vous le montrer ici, en fait. Donc, regardez. La cellule ici, la fibre musculaire myocyte, je prends une myofibrille du cytoplasme, donc on en voit beaucoup, j'en prends une. Et là, les myofilaments qui le composent, actine, myosine, on a tous vu ça, mais regardez, les deux zigzags ici, mettons, là, j'en dessine un ici, un autre, ça, c'est un sarcomère. C'est donc une petite unité de base dans la myofibrille qui permet la contraction. Elle fonctionne indépendante de l'autre sarcomère ici. Donc, on les reconnaît. Et à l'intérieur du sarcomère, j'ai de l'actine, de la myosine, complexe inhibiteur. Dans l'autre sarcomère, j'ai la même chose. Donc, si on regarde ici, on le voit en gros, c'est la même chose. Et ce que je vais vous faire réaliser, c'est toujours bien plus complexe que ce qu'on peut imaginer. Imaginez-vous, faites juste plier le bras pour vous gratter une oreille. Une oreille. C'est un mouvement très simple. Mais dans votre muscle, le biceps qui permet la flexion de votre bras, il y a des centaines de milliers de cellules musculaires. Je prends une seule cellule musculaire, celle-ci, et là qui contient des centaines et des centaines de myofibrilles, ça c'est une chose. Je prends une seule myofibrille, je dois m'arranger de façon synchronisée à faire contracter pour cette fibrille-là tous les sarcomères en même temps. Si j'ai juste lui qui contracte et lui, puis les autres non, la myofibrille ne se contractera pas. Donc, ça n'a pas d'efficacité. Donc, pour une myofibrille très petite, miniature, microscopique, je dois m'arranger pour que les centaines de sarcomères se contractent en même temps pour qu'en gros, la myofibrille raccourcisse. Au lieu d'être long comme ça, elle va devenir courte comme ça. Si je réussis mon exploit sur une seule, la cellule ne bouge pas. Il faut que la majorité des myofibrilles puissent faire ça pour chacun de leurs sarcomères en même temps. Et si j'arrive à faire ça, là, la cellule musculaire avec ses noyaux pourra se contracter. Question, j'ai une seule cellule dans votre biceps qui se contracte. Allez-vous bouger votre muscle? Ben non. Il faut que je fasse au moins 85 à 90% de mes cellules musculaires dans un muscle. C'est vrai qu'il y en a toujours qui ne vont pas se contracter. C'est pas grave, mais la majorité doivent se faire. Et voyez-vous, c'est quasiment un miracle biologique. Il faut que j'arrive à contracter des centaines de milliards de sarcomères dans l'ensemble de mes cellules en même temps pour que les myofibrilles bougent en même temps dans une cellule, pour que la cellule se contracte et de façon synchronisée, toutes les cellules doivent faire ça à peu près. Et là, le muscle bouge tout simplement pour faire une flexion simple. Et si vous n'arrivez pas à faire ça, mettons, vous le faites de façon désynchronisée, cellule 1, 2, 3 le fait, 4, 5, 6 une fraction de seconde plus tard, 7, 8, 9 une seconde plus tard, ça ne marchera pas, le muscle ne bouge pas, il faut que ça soit synchronisé en plus. Et on ne le réalise pas, mais c'est ce qui se passe pour tous vos mouvements musculaires, dans les muscles, évidemment, squelettiques, striés, donc qui est associé au mouvement volontaire. Donc voilà pour le sarcomère, et regardez bien le sarcomère ici, si je fais une vision microscopique plus forte, on a un sarcomère ici. Donc, j'ai différents agencements histologiques, différentes molécules, protéines, mais ce que je voulais surtout vous montrer, c'est que le sarcomère ici, on reconnaît une molécule de myosine, on reconnaît l'actine, le complexe inhibiteur qui serait entre les deux, exemple, là, qui est la ligne verte et les boules bleues. Et on se rend compte que pour un sarcomère, j'ai plusieurs étages. C'est pas juste une molécule de myosine d'actine. Je recommence, myosine, actine, une deuxième fois, une troisième fois. Donc, ça peut être 3-4 étages de protéines comme ça. Et évidemment, si je change de sarcomère et je viens ici, c'est le même agencement. Donc, j'aurai avoir une molécule de myosine, d'actine, comme ça, en plusieurs étages. Et on va répéter ça tout au long de la myofibrile, évidemment. Donc, c'est un peu l'organisation que je voulais que vous gardiez en tête. D'un point de vue histologique, on a des points, des marqueurs. Exemple, la ligne centrale de sarcomère s'appelle la ligne M. La ligne Z, qui est un zigzag, c'est les limites du sarcomère qu'on voit ici. Et au microscope, on peut, avec un bon équipement, on peut les voir. Bande I, bande A, mais sincèrement, je ne poserai pas de questions là-dessus. C'est de l'histologie avancée, c'est pas nécessairement pertinent pour nous autres. Donc, je ne vous demande pas d'étudier ça. C'est pas très important pour nous. Je fais un lien avec ce que je vous ai déjà montré en microscopie. Et quand on travaille en classe, parfois, dans d'autres contexte, je vous montre ça au microscope, hein, vous allez les étudier parfois là, dans votre deck, les différents types de cellules musculaires. Et pourquoi le muscle lisse, exemple au niveau de l'intestin, de l'estomac, n'a pas de stries. Je vous avais déjà dit que pour distinguer le muscle strié,
Donc, on se souvient qu'il y a des stries au niveau du muscle squelettique, mais aussi cardiaque. Mais c'est quoi ces stries-là? C'est les sarcomères que vous voyez. Donc, chaque strie comme ça, c'est les différents sarcomères qui peuvent se contracter, tout simplement. Et ça vous indique une idée que les muscles lisses, donc qui n'ont pas de sarcomères, alors ça fonctionne de façon complètement différente. Et c'est pas un modèle que vous allez étudier au cégep, donc j'en parle même pas. Mais au moins, c'est de faire un lien avec ce que vous avez déjà observé versus ce que je viens de vous montrer avec les sarcomères ici. Dans le fond, c'est ce qu'on voit au microscope. Okay? C'est les sections de la myofibrille que vous voyez. Et pour terminer avec les protéines, donc on a vu actine, myosine pour faire la contraction, troponine, tropomyosine qui forment un complexe inhibiteur pour empêcher ou permettre la contraction selon les situations. Et ça fait donc des protéines régulatrices. Il y a une troisième type de protéines qu'on appelle structurales. Il y en a 3 principalement au niveau de la cellule musculaire. Il y a la connectine, qu'on peut appeler aussi titine, c'est la même chose. Donc, connectine, nibuline ou dystrophine. Ces 3 protéines-là ont des rôles un peu différents, mais ils ont toutes une fonction structurale. Donc, c'est une fonction passive. Donc, les molécules structurales, les protéines structurales n'ont pas de fonction directe dans la contraction ou dans la régulation de la contraction. Quand je dis passif, c'est un peu comme un mur de briques. Hein? Mais imaginez-vous une maison, mur de briques, les briques n'ont pas de rôle actif. Hein? C'est pas comme la plomberie qui fait passer l'eau ou encore avec un jeu de pression ou l'électricité ou pour allumer une lumière. C'est passif, ça bouge pas, puis ça fait rien. Mais quand je dis ça fait rien, c'est pas tout à fait exact. On supporte la charpente, on supporte le mur. Et ça, c'est un rôle structural. C'est la même chose pour la cellule. Donc, ces protéines-là, généralement, sont là pour supporter, protéger, soutenir des structures cellulaires. Et vous ne le réalisez pas, mais à chaque fois que vous contractez un muscle, le choc, la pression sur une cellule, elle est énorme. Une petite cellule microscopique, tout fragile, pourrait éclater facilement. Les structures cellulaires pourraient se briser. Donc, ça me prend des moyens pour renforcer. Exemple, la connectine, c'est une protéine un peu en forme de ressort, de tire-bouchon, qui est là pour stabiliser la myosine, donc la protéine en forme de bâton de hockey. Et ça permet, donc on vous dit, ça contribue à l'élasticité de la fibre musculaire. Effectivement, plus que vous avez de connectine, hein, parce que ça peut varier d'une personne à l'autre, il y a des traits génétiques qui font qu'on peut en avoir plus ou moins, mais ça permet une meilleure capacité à la cellule musculaire de s'étirer, mais de reprendre sa position initiale, donc l'élasticité. Et la myosine va pouvoir donc s'étirer plus facilement. Imaginez-vous, c'est un ressort. Donc, je peux le mettre sous forme détendue, très détendue, droite. Puis quand on revient au repos, on revient sous forme de ressort comme ça. Donc, évidemment, si ça s'étire, on prend une forme plus droite. On revient au repos, plus droite, pardon, ici. Donc, on étire. Puis si on revient sous forme comprimée, on revient sous forme de tire-bouchon. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ça contribue à une élasticité. Ça, c'est important. La nibuline, elle, qui participe à l'organisation du sarcomère, ça ne dit rien, c'est pas tant important. Moi, ce que je veux que vous compreniez, ça renforce le lien myosine et actine. Donc, quand l'actine est accrochée à la myosine, puis qu'on fait la contraction, c'est un choc très fort pour ces 2 protéines-là. Ça pourrait facilement, la contraction, le déplacement du sarcomère pourrait facilement briser ce lien-là. Et donc, la nibuline, c'est des protéines que je dessine pas, mais qui viennent renforcer et on peut supporter le choc de la contraction. Et la dystrophine, c'est encore plus important en soins infirmiers parce qu'il y a des maladies qui sont liées à un défaut de la dystrophine, un défaut génétique, la dystrophie musculaire. J'en parlerai un petit peu si ça vous intéresse, mais c'est relié à la dystrophine. C'est une protéine qui renforce la membrane cellulaire. Donc, c'est vraiment des protéines un peu en forme de S aussi qui viennent s'appuyer sur la membrane cellulaire. Exemple, la membrane cellulaire qui est ici, imaginez-vous, j'ai des protéines comme ça qui sont appuyées. Protéines qu'on ne retrouve pas normalement dans les autres cellules. Une cellule épithéliale de peau n'a pas de dystrophine. C'est pas nécessaire de renforcer la membrane. Parce qu'encore une fois, le concept, c'est que si je bouge, je fais une flexion, la membrane va éclater assez facilement. La pression est trop forte sur la membrane et c'est trop fragile. Donc, on renforce comme ça. La protéine dystrophine renforcée et la cellule ici va pouvoir supporter et ne va pas s'abîmer.
La dystrophie musculaire, c'est souvent un problème génétique. Hein? Ben, moi, je parle surtout de la forme de Duchenne, que vous connaissez peut-être. Moi, j'ai connu déjà une jeune patiente là, qui, à 5-6 ans, marchait, puis tout ça, mais tout au long de sa vie, c'est dégénératif. Qu'est-ce qui se passe? De la culture personnelle, mais ça peut vous intéresser, parce que c'est quand même une maladie qui est je dirais pas fréquente, mais qui est bien connue au Québec. La dystrophine, en fait, la maladie génétique fait en sorte que la dystrophine a un défaut. Donc, c'est une maladie transmise par les parents. On est porteur du gène déficient et elle ne fonctionne pas. Donc, la différence, c'est que je n'ai pas de protéines fonctionnelles, donc la membrane est fragilisée. Et pourquoi c'est dégénératif? Ben, on va faire un lien avec le début de la capsule, avec les cellules satellites et les myoblastes. La jeune fille ou le jeune homme qui souffre de la maladie, ben, il est tout jeune, il court, il muse, il s'amuse. Bon, chaque contraction fait éclater les cellules et elles brisent. Mais on a beaucoup de cellules satellites au début, donc on va réparer, régénérer jusqu'à un certain point. Mais ce qui va se passer éventuellement, c'est que notre capacité de réparer est limitée, je l'ai déjà dit. Donc, à un moment donné, le fait de bouger et tout, puis d'utiliser nos muscles, les muscles respiratoires, exemple, ben, muscles cardiaques, à un moment donné, on n'arrive pas à réparer, là. Fait qu'à force d'abîmer comme ça, ben, on perd des cellules. Et là, ben, évidemment, moi, je dirais, l'histoire de la maladie fait en sorte qu'éventuellement, ces personnes-là finissent en chaise roulante, là, en vieillissant, puis ont une espérance de vie très courte. Hein? Si on peut se rendre en haut de 30 ans, c'est déjà très, très bien, parce que, justement, à un moment donné, ben là, on n'est plus capable de marcher, parce que là, nos cellules ont éclaté au niveau des muscles des jambes et tout, on ne peut plus utiliser nos muscles, parce que, justement, on protège mal ces cellules-là avec l'absence de la dystrophine. Puis, éventuellement, de moins en moins, on va pouvoir utiliser l'ensemble de nos muscles, et souvent, ben, le patient va décider, malheureusement, d'un arrêt respiratoire cardiaque, exemple les muscles qu'on contrôle de façon volontaire, le diaphragme. Hein, la respiration peut se faire de façon volontaire et involontaire. Si je vous demande de respirer bien, bien vite, vous pouvez décider de le faire ou non. Donc, ces muscles-là aussi ont besoin de dystrophine et tout. Et lorsqu'on n'a pas, ben, à un moment donné, ils arrêtent de fonctionner. Et là, on meurt d'un arrêt respiratoire. Donc, c'est quand même triste. Puis c'est toujours sidérant pour moi de dire, ben, une seule petite protéine qui ne fonctionne pas. Donc, faire attention. Souvent, vous négligez comme étudiant ces protéines-là. Ben ouais, mais c'est pas important pour la contraction. Mon prof va me demander comment ça marche. Ouais, mais vous voyez, c'est la différence entre une personne qui va mourir jeune ou vieille. Une seule protéine, ouais, ça fait pas contraction, mais ça renforce la membrane qui permet de justement de supporter la force de contraction. Donc, extrêmement important, les protéines structurales, même si elles ont simplement un rôle passif, il ne faut pas les sous-estimer en termes d'importance médicale, évidemment.